Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un jeu vidéo en seulement 6 jours. Avec les techniques que je vais te donner, voilà le genre de résultat que tu pourras atteindre dans ce petit laps de temps. La création d'un jeu vidéo, c'est un sujet extrêmement vaste, et malheureusement, je peux pas tout expliquer en une vidéo. Donc si ce sujet t'intéresse, je te conseille de t'abonner pour avoir toutes les infos qui te seront très importantes par la suite. Aujourd'hui, on va voir les étapes principales de la création d'un jeu. Plus particulièrement, les logiciels à utiliser et les techniques pour gagner du temps. L'extrait vidéo que je t'ai montré, il provient de mon jeu Sanctuary. Et c'est ce jeu-là que je vais prendre comme exemple durant toute la vidéo. Ce jeu, je l'ai créé en 6 jours, mais surtout, je l'ai créé pour une occasion très spéciale, une Game Jam. Et une Game Jam, c'est simplement un concours où l'objectif c'est de créer un jeu sur un thème qui est imposé et sur une durée limitée. Si tu as envie de voir les coulisses de la création d'un jeu, eh ben c'est parti. Le thème qui était imposé pendant cette Game Jam, c'était Tamagotchi. Dès le début de la Game Jam, j'écris tout ce qui me vient en tête, vraiment tout, que ce soit des mots, des couleurs ou même des émotions. Ma première idée, c'était de créer un jeu de Tamagotchi assez banal, mais en 3D. Je voulais faire un jeu qui fasse un peu flipper parce qu'on approchait d'Halloween. En gros, notre créature, elle devait être toute mignonne au début, et plus on avançait dans le jeu, plus elle devenait démoniaque et un peu méchante. J'aurais même aimé qu'à la fin, elle finisse par nous agresser. Mais il y a un petit problème avec cette idée. En fait, cette idée, elle imposait le fait que le joueur finisse le jeu pour connaître toute l'histoire. Et ça, c'est pas vraiment viable, surtout dans une game jam où il faut réussir à accrocher le testeur rapidement. Donc, je décide de garder l'idée d'un jeu Tamagotchi en 3D, mais de changer un peu l'histoire. Pour faire en sorte que le joueur accroche rapidement, je réfléchis aux jeux qui ont tendance à être assez addictifs de base. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'intégrer des mécaniques et de jeux incrémentaux. Le but du joueur dans un jeu incrémental, c'est de faire augmenter continuellement un nombre, et en général ce nombre, c'est soit une monnaie, soit une ressource. Dans mon jeu, la monnaie ce sera des gemmes. Ouais, je sais, c'est pas très original, mais bon, on va faire avec. Pour faire un bon jeu incrémental, il faut remplir quelques critères importants. Une difficulté et des coûts qui augmentent de façon exponentielle, tandis que les récompenses, elles vont augmenter de façon linéaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment, les coûts vont forcément dépasser les bénéfices. Il nous faut aussi un système d'amélioration. Ça va aider le joueur au moment où ses bénéfices vont commencer à ralentir. Ces améliorations, elles vont s'acheter grâce à la monnaie du joueur. Elles vont soit générer de la monnaie chaque seconde, soit octroyer des bonus aux joueurs. Le joueur va avoir plusieurs choix de générateurs possibles, et au final, c'est lui qui va choisir comment il veut progresser dans son jeu. Pour le design de la créature, j'ai décidé qu'on devrait s'occuper d'un bébé dragon. Le jeu va se dérouler sur des îles qui flottent dans le ciel, et ces îles, ce sera un peu l'endroit où les bébés dragons naissent et grandissent en toute sécurité avant de s'aventurer dans le monde réel. Donc j'aimerais que l'environnement transmette une atmosphère calme et un peu mystique. Je voulais rajouter un petit truc pour motiver le joueur à faire passer des niveaux à son petit dragon. Le plus simple, c'est de faire grandir le dragon à certains paliers de niveau. Ok, maintenant on a une idée assez claire de notre jeu, et ben on a tout ce qu'il nous faut pour se lancer. La première chose à faire, c'est de choisir un moteur de jeu. C'est l'outil principal dont on va avoir besoin, car il va gérer le fonctionnement global du jeu. Par exemple, c'est lui qui va s'occuper de gérer la physique et de créer un éclairage réaliste. Moi, j'ai choisi l'Unreal Engine 4. Quand vous créez un projet avec l'Unreal Engine, vous vous retrouvez avec un truc comme ça. Un petit niveau avec des obstacles et un personnage qui peut déjà se déplacer et tirer. Moi, ça me va, comme ça je peux garder le code qui permet au joueur de se déplacer et je supprime tout le reste. Ensuite, je vais créer un objet pour représenter ma créature. Pour l'instant, je vais me contenter d'une sphère, et tant pis si ça donne pas trop envie de s'y attacher. Dans Unreal, je crée un blueprint. C'est un objet qui va contenir toute la logique de ma créature. Maintenant qu'on a placé notre créature dans le niveau, il va falloir coder son comportement. Normalement, coder, ça ressemble à ça. Heureusement, dans Unreal, ils ont simplifié le truc. On n'a qu'à relier des boîtes de code entre elles, et ça s'appelle du visual scripting. Du coup, je crée une valeur de fin pour ma créature et je lui associe un chiffre. Quand le chiffre est de 100, la créature elle est rassasiée. Et plus le chiffre va s'approcher de 0, tu l'auras compris, plus elle aura faim. Il reste plus qu'à dire au jeu de faire diminuer la valeur faim chaque seconde, et de faire la même chose pour la valeur soif.
Et voilà, à chaque seconde qui passe, notre créature a de plus en plus faim et de plus en plus soif. Je vais rapidement créer 2 boutons qui vont me servir à nourrir ma créature. À la base, je voulais les intégrer comme éléments dans le jeu, mais j'ai changé d'avis, car je trouvais ça un peu nul de juste spammer un bouton dans un monde en 3D. Du coup, au final, je m'en suis surtout servi comme outil de test pour le reste du code. Pour savoir quand activer le bouton, mon personnage tire un laser devant lui quand j'appuie sur la touche E. Si le laser touche le bouton, alors ça va nourrir ma créature. Ce principe de laser, c'est très souvent utilisé. Par exemple dans les jeux de tir, où là, si le laser touche un joueur, alors on va lui appliquer des dégâts. J'ai aussi intégré un système d'humeur pour mon dragon. Pour ça, j'additionne simplement la valeur faim et soif, et en fonction du résultat, ça va déterminer quelle humeur choisir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup à faire, je dois créer un système d'inventaire, un système de niveau et intégrer des pommes qu'on peut donner à notre dragon pour le nourrir. Heureusement, pour le système d'inventaire et de niveau, j'ai trouvé des super tutos là-dessus et ça m'a beaucoup appris. De toute façon, je vous mets tous les liens en description. Après 6 heures de travail, l'inventaire est prêt, les pommes aussi, et notre petit dragon peut passer de niveau. Donc là c'est cool, j'ai déjà les bases de mon jeu. Donc je décide de mettre en pause la partie programmation pour commencer ce qui me plaît le plus, la modélisation des décors. Après avoir pas mal traîné sur ArtStation, j'ai décidé de m'inspirer de ces œuvres pour mon environnement. D'abord, je dois créer mon île. Je peux pas la sculpter d'un seul bloc parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps, et si je veux faire des modifications sur son design par la suite, et ben en fait je serais complètement bloqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sculpté un rocher sur ZBrush. C'est assez similaire à la sculpture classique, mais par contre, on peut pas utiliser ce modèle dans notre jeu parce qu'il est beaucoup trop lourd. Heureusement, il y a une solution, et ça s'appelle le baking. On va projeter les détails de l'objet complexe sur un modèle simplifié en utilisant un logiciel comme Substance Painter. Le logiciel, il va s'occuper de créer une impression de relief. Et l'illusion marche plutôt bien tant qu'on garde l'objet plus ou moins de face. Par contre, si on le regarde de côté, et ben là, l'illusion devient tout de suite moins ouf. Ensuite, j'ai utilisé ce rocher simplifié pour créer toute mon île. Pour ça, je vais le dupliquer, changer son orientation et sa taille, et ensuite il me reste plus qu'à répéter l'opération et construire l'île petit à petit. Ensuite, j'aimerais créer une plateforme dans ce style-là. Alors je regarde les différents éléments qui la composent, et en gros il me faut des marches, des bandes de roches et un genre de carrelage en pierre. Je vais rassembler tous ces éléments sur une seule texture. Ensuite, je pourrais la réutiliser facilement pour créer une multitude d'autres objets. Cette technique, ça s'appelle une trim sheet. Et c'est super avantageux, car en temps normal, on crée une texture pour chaque objet. Pour créer une trim sheet, je commence par créer un carré et je le divise en plusieurs parties. En haut, les bandes de pierre, en dessous, les marches et encore en dessous, le carrelage. Il me reste aussi un peu de place pour créer une texture de roche un peu plus classique. Là encore, on va projeter ces détails sur un carré plat. Ensuite, il ne reste plus qu'à découper cette texture et on l'assemble pour créer nos objets. En fait, si tu veux une comparaison, ça revient un peu à faire du collage, mais en 3D. Pour une texture qui nous a pris 2 heures à sculpter, on peut alors créer rapidement une quantité virtuellement infinie d'objets. On débute le 3e jour, donc on est à peu près à mi-chemin, mais le jeu est encore loin d'être prêt. Je commence à avoir un peu de stress, j'ai peur d'avoir vu trop grand et de me retrouver avec un jeu injouable. Maintenant que j'ai mes pommes, il faut que je sculpte un arbre d'où elles peuvent tomber. Encore une fois, je me suis inspiré de plusieurs concepts. Je voulais pas que mon arbre il soit trop classique et je voulais lui donner un côté magique. Ce que j'aime bien sur cette image, c'est l'effet de tourbillon qu'a le tronc. Du coup, moi, c'est ce que je vais essayer de reproduire. Je suis hyper satisfait du rendu de l'arbre, sachant que sculpter des choses organiques, c'est pas ma spécialité du tout. Ok, maintenant, il est temps d'avancer sur le modèle du dragon. Pour gagner un peu de temps, j'ai téléchargé un modèle 3D de lapin. Ok, là je suis sûr que tu vois pas le rapport avec un dragon, mais t'inquiète, je vais t'expliquer. En gros, je m'en suis servi de base et je l'ai modifié en remplaçant les oreilles par des cornes, en allongeant sa queue et en modifiant la forme de sa tête. Et puis bien sûr, j'ai ajouté les ailes. Le dragon, il prend vraiment vie une fois qu'il est peint. Encore une fois, c'est loin d'être parfait, c'est pas le genre de modèle qu'on pourrait mettre dans un jeu fini, mais pour une game jam, c'est franchement top. J'ai aussi eu le temps de faire en sorte que nos dragons génèrent des gemmes à chaque passage de niveau, et on peut utiliser ces gemmes pour acheter des générateurs et des pommes. Et enfin, j'ai aussi eu le temps de refaire toute la map pour qu'elle soit plus grande et qu'il y ait plus de zones secrètes à explorer.
La majorité des éléments sont là, maintenant il va falloir résoudre certains bugs et bosser sur les petits détails qui vont faire toute la différence. Par exemple là, notre petit dragon, il aurait bien besoin d'une petite animation. Et comment on fait? Eh ben c'est simple, on va lui créer un squelette et on va bouger ses os manuellement pour créer le mouvement. Ensuite, il y a une deuxième chose qui me dérange, c'est le manque de végétation. La végétation, c'est dense, alors comment on fait pour en rajouter sans faire fondre la carte graphique? Et puis, est-ce qu'on doit rajouter chaque plante et chaque brin d'herbe à la main? Heureusement, non. Pour créer de la végétation dense sans faire exploser le PC, on va un peu tricher. Je commence par faire des formes basiques sur Blender, je les détaille sur ZBrush, et encore une fois, je projette l'image de ces plantes sur un carré plat. Ensuite, c'est tout simple, on découpe, on déforme et on assemble. Le fait d'avoir un arrière-plan transparent, ça nous permet de découper grossièrement autour de l'image de la feuille sans créer trop de faces. Pour placer notre végétation, on va la peindre directement dans notre niveau. J'ai aussi créé une texture d'herbe sur Substance Designer, c'est un logiciel où on combine des formes en les déformant. Pour le coup, j'ai suivi un tuto parce que je suis pas assez à l'aise sur ce logiciel. Il reste plus qu'à peindre cette texture sur nos rochers pour ajouter un peu de variation. Cette technique, ça s'appelle du vertex painting. Là, il reste moins de 12 heures, je suis éclaté et j'ai pas dormi. Ma liste de choses à faire elle est encore longue et ça va être tendu de vraiment tout finir. Pour donner un peu plus de vie au jeu, j'ajoute des lucioles près des zones importantes. Ça permet par la même occasion d'orienter le joueur plus facilement. Ensuite, je crée un effet de particules pour ajouter des feuilles qui tombent de l'arbre. Je rajoute aussi des effets visuels pour le passage au niveau du dragon. Et je trouvais ça sympa aussi de faire passer des dragons adultes dans le ciel. Alors je l'ai fait. Le reste, c'était de la résolution de bugs à droite à gauche, des changements de lumière, de contraste, l'ajout d'un effet de brouillard au loin, et l'ajout de 2 nouveaux générateurs. Donc au total, on a un générateur qui donne des gemmes bonus à chaque passage de niveau, un autre qui donne des gemmes bonus chaque seconde, et un autre qui double l'XP par seconde. Pour les finitions, j'ai ajouté d'autres îles en arrière-plan. Pour gagner du temps, j'ai utilisé le modèle d'île que j'avais déjà, mais vu que ces îles-là, elles allaient être loin du joueur, il n'y avait pas besoin qu'elles soient aussi détaillées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé leur niveau de détail et je les ai placés. Ça y est, le compte à rebours est terminé et c'est le moment d'uploader le jeu. Le résultat est assez sympa, surtout pour un truc créé par une seule personne. Il y avait pas mal de choses que j'avais jamais faites, comme la végétation ou les effets de particules, donc cette jam, elle m'aura permis d'apprendre tout ça et pour les futurs projets, je suis encore plus serein. Par contre, il y a un problème à tout faire soi-même, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout tester. Je me suis pas rendu compte qu'on pouvait difficilement dépasser le niveau 20. À ce moment-là, en fait, l'XP nécessaire pour passer le niveau, il est bien trop grand, et même avec des améliorations, ça change rien. Au final, on se retrouve avec un petit prototype, et après, rien n'empêche de continuer le développement par la suite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Allez, moi je te dis à dans 2 semaines, ciao!